Si vous étiez en train de jouer à un jeu vidéo mortel qui vous fait mourir dans la vraie vie, que feriez-vous? Vos amis meurent les uns après les autres et ce jeu cache un secret terrifiant que vous devrez découvrir. Je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment vaincre le jeu vidéo maudit dans Stay Alive. Ce gamer ne se doute pas qu'il va faire tuer tous ses amis. Loomis joue à une version bêta de jeu vidéo appelée Stay Alive quand son personnage est tiré dans un escalier et pendu à un lustre. Le jeu terminé, il appelle son ami Hutch et lui parle du jeu en lui demandant de venir passer la nuit chez lui, mais l'homme refuse. C'est alors qu'il entend un bruit à l'étage et il va voir ce qu'il en est. Il découvre ses colocataires en train d'avoir des relations intimes. L'homme s'en va rapidement sans se douter que 10 personnes vont être hantées par un jeu vidéo maudit. Loomis essaie de dormir, mais plus tard dans la nuit, il fait des cauchemars sur ce qui s'est passé dans Stay Alive et il se réveille. Il essaie d'allumer la lumière, mais se rend compte que l'électricité a été coupée. L'homme descend les escaliers avec un briquet, quand tout à coup, le fantôme du jeu vidéo apparaît. Il réalise rapidement que ce n'était qu'une hallucination, et il se dirige vers la cuisine. Il prend un verre dans le frigo, toujours effrayé par le jeu. Mais alors qu'il retourne dans sa chambre, l'homme entend un bruit étrange gronder derrière lui. C'est alors qu'il voit un fantôme et se précipite à l'étage pour aller dans la chambre de ses colocataires, qui ont été sauvagement assassinés. L'homme est horrifié. Mais avant qu'il ne puisse appeler à l'aide, il est tiré en arrière et tué exactement de la même manière que son personnage dans Stay Alive. Ça fait 3 victimes et il en reste 7. Plus tard, Hutch, un employé de bureau stressé, se prépare à affronter son patron, parce qu'il a oublié de lui remettre un rapport. Il souhaite aussi un bon anniversaire à sa collègue. En entrant dans le bureau, son patron l'informe qu'il a travaillé une centaine d'heures sur leur projet en cours. Et Hutch s'excuse de ne pas l'avoir aidé, mais il insiste sur le fait qu'il terminera le rapport Moreno dès que possible. C'est alors que son patron soupire, lui dit de s'asseoir et lui explique que Hutch a été engagé pour une seule raison. Il commence à parler de Silent Hill et Hutch demande à son patron un jour de congé. Ce dernier accepte de laisser l'employé de bureau prendre sa journée et ils discutent des tactiques pour battre le boss du jeu, révélant qu'il est plus facile de battre le terrifiant boss fantôme sans pistolet laser. C'est alors que la collègue de Hutch entre pour l'informer qu'un appel l'attend, et il décroche le téléphone, apprenant que son ami Loomis est mort la nuit précédente. À l'enterrement, Hutch se recueille. C'est alors qu'il remarque cette jeune femme blonde, Abigail, qui prend un cliché et qui après la cérémonie s'approche de lui pour prendre une autre photo. Elle lui fait remarquer que, de toutes les personnes présentes, c'est lui qui avait l'air le plus triste. Et elle lui avoue qu'elle est venue ici parce que son amie était la colocataire de Loomis. Ils sont interrompus quand la sœur de l'ami décédé vient vers Hutch, et elle lui tend le sac de son frère. Il est rempli de ses jeux vidéo, mais il ne se doute pas que ce souvenir va entraîner le meurtre de plusieurs personnes. Plus tard, Hutch entre dans un bar et retrouve son ami gothique October, qui lui dit qu'elle est désolée pour lui. Son frère Phineas se rend derrière le comptoir et fait remarquer que la vie de ce gars s'est encore dégradée, et October le réprimande. Mais Phineas insiste sur le fait qu'il veut bien faire. La jeune fille demande si la police connaît d'autres détails sur ce qui est arrivé à Loomis, et elle apprend que ses colocataires ont également été assassinés. Changeant de sujet, il s'interroge sur le contenu du sac, et l'ami sort un boîtier de CD intitulé Stay Alive. Hutch mentionne que Loomis testait la version bêta de ce jeu, le soir même de sa mort, et Phineas se dit qu'il devrait l'essayer en mémoire de leur ami décédé. Plus tard dans la journée, Hutch est à son appartement quand il entend un bruit à l'extérieur depuis sa cuisine. Il jette un coup d'œil dans le Judas avant que son ami Swing ne le surprenne. Il s'invite à l'intérieur et lui présente ses condoléances. Mais Hutch admet qu'il est bon de passer du temps avec ses amis pour oublier ses problèmes. Abigail arrive et se présente au groupe. Ils commencent à s'asseoir sur le canapé pour commencer une partie de Stay Alive sans se rendre compte qu'ils vont presque tous se faire tuer. Ok, tous ses amis sont des gamers invétérés, mais ils sont sur le point de devoir battre le plus grand boss de leur vie. Hutch, qui vient de perdre un ami dans une mort atroce, s'apprête à jouer au jeu auquel son ami jouait juste avant de mourir. Ça peut sembler être un bel hommage à son ami qui était aussi un gamer, mais c'est en fait la pire décision qu'il ait jamais prise. Tout ça aurait pu être facilement évité si Hutch et la police avaient réfléchi davantage avant de lui remettre le jeu. Loomis est mort d'une manière qui n'a aucun sens logique. Lui et ses colocataires sont tous morts de manière extrêmement horrible, et à première vue, on pourrait penser qu'il s'agit d'un horrible cambriolage. Cependant, si on y réfléchit bien, il n'y a aucune raison pour que ces personnes soient assassinées. Rien n'a été volé dans la maison, et à la connaissance de la police et de Hutch, Loomis et ses colocataires n'avaient pas d'ennemis qui auraient voulu leur mort. Ça aurait pu être la signature d'un tueur en série, mais à part le fait qu'ils aient une vingtaine d'années, ces personnes ne correspondent à aucun type précis. Les motivations des tueurs en série varient, mais en général, les personnes qu'ils assassinent ont au moins un point en commun, comme le sexe, qui relie les meurtres entre eux. La seule chose claire qu'ils avaient en commun était d'avoir joué au jeu juste avant, ce qui en ferait un élément de preuve important dans l'enquête. La police aurait pu facilement s'en rendre compte en recherchant des preuves dans la maison et en trouvant le jeu vidéo exactement à l'endroit où Loomis l'avait laissé. Loomis est mort dans le jeu quelques instants avant de mourir dans la vie réelle, et il a laissé le jeu allumé sur son écran pour enquêter sur un bruit qu'il avait entendu à l'étage. Retrouver Loomis dans la même position que dans le jeu ferait alors des créateurs du jeu les suspects numéro 1, et le jeu devrait rester sous la garde de la police. D'autre part, les marques de chaîne laissées sur le cou de Loomis révéleraient qu'il a été traîné par le cou à l'aide d'une chaîne et suspendu au plafond par la trémie, ce qui n'a pas pu se produire, à moins qu'une force surnaturelle ne soit impliquée.
La chaîne est suspendue au plafond quand Loomis est tué, et si le tueur en série était une personne réelle, il aurait dû l'accrocher là avant de le tuer, et Loomis aurait alors remarqué la chaîne l'instant d'avant, quand il s'est précipité dans l'escalier. Les marques de la chaîne sur le cou de Loomis révéleraient également qu'il a d'abord été traîné et qu'il a été pendu ensuite, ce qui reviendrait à devoir aller le pendre au plafond. Dans ce cas, le meurtrier aurait dû se procurer et placer une échelle dans la trémie après l'avoir tué pour pouvoir suspendre son corps sans vie et pesant son poids après coup. Mais ça ne correspondrait pas non plus aux preuves recueillies sur la scène de crime, parce que son cou a été brisé par la pendaison, et il n'a pas été tué avant d'être pendu. Au cas où la police ne conserverait pas le jeu, si c'était moi, je le rangerais dans un endroit où il ne pourra jamais être trouvé, au lieu d'y jouer. Personne ne sait que ce jeu a quelque chose d'étrange, mais je voudrais qu'on mette les affaires de mon ami décédé de côté pour faire mon deuil, parce que ce serait un rappel douloureux de la mort de Loomis. C'est pas la meilleure stratégie pour battre la créature démoniaque qui l'a attaqué, mais ça signifie que nous ne serons pas maudits tous les 5 tant que nous n'aurons pas joué. Le groupe démarre son jeu et voit apparaître un étrange écran de générique de début affichant Scarlet Note. Confus, Hutch se demande pourquoi le jeu ne démarre pas. C'est alors qu'Abigail suggère que le texte pourrait être un indice, et qu'ils sont peut-être censés le lire dans le micro. Hutch lit le texte à voix haute et le voit disparaître de l'écran. Le groupe est toujours confus par la séquence d'introduction, mais il continue à lire le texte à haute voix pendant que le patron de Hutch, Miller, fait de même dans son bureau. Ils arrivent sur un écran de création de personnages et choisissent leur tenue, entendant une voix off qui les sermonne, disant qu'ils ont fait une erreur en jouant à ce jeu, et informant le groupe que prononcer la prière a assuré leur mort. La voix mentionne un lieu appelé la plantation G-Rouge, créé par Elizabeth Bathory, et October répond qu'elle en a déjà entendu parler par sa grand-mère. La voix off continue d'expliquer que des jeunes filles ont été kidnappées et emmenées dans cette plantation, où elles ont été assassinées de façon si horrible que tous les récits ont été cachés aux archives publiques. Aujourd'hui, le mal à l'intérieur de la plantation G-Rouge est de retour, et c'est à eux de découvrir la vérité que cache ce manoir. Mais ils doivent rester en vie. Dans le jeu, Hutch s'avance et toutes les manettes se mettent à trembler. Il voit un mort-vivant effrayant s'approcher de lui. Il suggère que quelqu'un s'en occupe. Mais Swink refuse d'agir. N'ayant pas d'autre choix, le personnage de Hutch sort une arbalète et tire plusieurs fois sur le mort-vivant avant qu'il ne meure. Ils reçoivent une rose qu'ils peuvent utiliser pour pouvoir échapper aux créatures et continuer le jeu. En traversant ce cimetière plein d'ennemis, ils les éliminent avec leurs armes. Soudain, le personnage du patron arrive dans un mausolée et il est séparé du reste du groupe qui se retrouve à l'intérieur d'une maison. En ouvrant une armoire, il pénètre dans une pièce secrète où se trouve un tableau de la comtesse Elizabeth Bathory. Sous le tableau, il découvre le même carnet de notes que dans la séquence d'introduction du jeu. Phineas contacte Miller via son casque pour s'assurer qu'il va bien, et le patron lui répond qu'il s'en sort. L'homme explore le complexe souterrain, mais sa manette a commencé à vibrer. C'est le signe que quelque chose est là, et il laisse tomber une rose. En regardant autour de lui, Miller se rend compte qu'il est dans la salle de torture d'un donjon, quand soudain, Elizabeth Bathory lui saute dessus par derrière. Il ne peut rien faire pour se défendre, et elle poignarde son personnage à la gorge. Il raconte aux autres ce qui lui est arrivé et qu'il a atteint la pièce par un tunnel secret. Tout à coup, il entend un bruit venant de l'extérieur de son bureau. L'homme pense qu'il s'agit du gardien de nuit, supposant que son imagination lui joue des tours, sans se douter qu'il va être assassiné. Ok, sans réfléchir, ces gamers ont commencé à jouer à un jeu vidéo qui devrait encore faire partie d'une enquête sur un meurtre. Ils n'ont pas encore réalisé que c'est à cause de ce jeu que Loomis, l'ami de Hutch, est décédé, et ils viennent de signer leur propre arrêt de mort. Le patron de Hutch est mort dans le jeu et il ignore maintenant les signes avant-coureurs indiquant que sa vie est en danger immédiat. Il est paniqué et pense que quelque chose ne va pas, mais comme il n'est pas logique que mourir dans un jeu vidéo infecte votre vie réelle, il ignore les signes effrayants et rentre chez lui sans rien pour le protéger. Cependant, si c'était moi et que je craignais qu'il m'arrive quelque chose, je me préparerais à survivre à une attaque avec une paire de ciseaux. Le patron l'avait peut-être remarqué, mais il y avait clairement l'ombre d'une femme qui passait, et elle ressemblait à Elizabeth Bathory de Stay Alive. C'est cette même femme qui, dans le jeu, a attaqué Miller, alors qu'il était distrait et qu'il n'avait aucun moyen de se protéger. Il a été pris au dépourvu et c'est pourquoi elle a pu le poignarder dans le cou. S'il avait été mieux préparé, il aurait pu survivre à l'attaque dans le jeu. Éviter d'être poignardé est aussi une possibilité dans la réalité. Donc plutôt que de laisser mon corps exposé, je chercherai des objets dans le bureau pour me protéger contre une paire de ciseaux, comme un couvercle de poubelle en métal ou un écran d'ordinateur à utiliser comme bouclier. Je chercherai également des couverts dans la cuisine pour me défendre contre elle. À ce stade, le patron sait que l'ami de Hutch est mort et que c'est le dernier jeu vidéo auquel il a joué. Alors j'utiliserai tout ce que je sais sur le jeu pour m'aider à survivre à l'attaque de la meurtrière. L'attaque acharnée de la femme devrait continuer jusqu'à ce qu'elle me tue. Donc je ne ferai ça que jusqu'à ce que je puisse la distancer et trouver des roses dehors dans une épicerie ou dans un magasin de fleurs. Dans le jeu, les roses agissent comme un bouclier surnaturel contre elle. Et si elle est là dans la vraie vie, les règles du jeu devraient aussi se transposer dans la réalité. Et la seule chose que les gamers connaissent pour se protéger contre la meurtrière est de s'entourer de roses. Ensuite, une fois confirmé l'existence d'un être surnaturel identique à celui du jeu vidéo, j'obligerai Hutch et ses amis à détruire la copie physique du jeu. Rien n'empêche les gamers de casser le jeu et de se sauver de l'emprise du fantôme. La façon dont le fantôme fonctionne n'est pas tout à fait claire, mais les gamers ne peuvent pas mourir dans le jeu si le jeu est cassé.
Après avoir survécu, je chercherai comment Loomis a mis la main sur ce jeu, en fouillant ses poubelles à la recherche de courriers et en trouvant l'adresse des développeurs qui le lui ont envoyé, pour les empêcher de créer de nouvelles copies du jeu. Swink mentionne ici que plus un gamer joue longtemps à un jeu vidéo, plus il considère l'univers du jeu comme une réalité, dont les conséquences peuvent l'affecter dans la vie réelle. October l'interrompt et décide de s'arrêter là, mais les autres disent à Miller qu'il pourra les rejoindre lors de la prochaine session. Dans l'immeuble de bureau, le patron sort du couloir, mais il entend sa porte s'ouvrir derrière lui. Soupçonneux, il se précipite dans son bureau, mais ne trouve rien d'anormal. C'est étrange. Mais il ne se doute pas qu'un vrai démon est sur le point de l'attaquer. Il est sur le point de ressortir et remarque que la porte qu'il venait de verrouiller s'est rouverte. Miller va vérifier et il entend quelque chose vibrer. Il regarde sous son bureau et voit que c'est sa manette qui vibre au sol. Il la prend pour éteindre l'appareil, mais soudain, l'homme est attaqué. Et ça fait 4 victimes et il en reste 6. Le lendemain matin, Hutch arrive au travail et trouve sa collègue en pleurs. Il se rend au bureau de Miller pour constater qu'une scène de crime a été délimitée, et les officiers lui disent de rester en arrière. Choqué par sa mort, il mentionne qu'ils se sont parlé il y a quelques heures. Le commandant Thibodeau lui demande quel contact il a eu avec l'homme, et le gamer l'informe que la veille, il jouait à un jeu vidéo en ligne avec 4 autres amis. Il lui demande son adresse et l'inspecteur lui donne sa carte de visite pour qu'il l'appelle en cas de problème. Plus tard, Phineas joue au jeu et découvre le personnage mort du patron, allongé sur une table. Il a été poignardé à mort, comme Miller l'a été dans la vraie vie. Hutch refuse de regarder, et les autres critiquent Phineas pour son manque de sensibilité. Mais l'homme s'en moque. Il insiste pour qu'ils reviennent dans le jeu et leur demande de partir s'ils ne veulent pas se joindre à lui. Choqué, Hutch sort prendre l'air et les filles le réconfortent. October saisit l'occasion pour poser des questions sur Abigail, mais en allumant une cigarette, elle déclenche un souvenir traumatisant de l'enfance de Hutch. C'est alors que Swink fait remarquer que la mort de Miller dans le jeu et le fait qu'il ait été poignardé dans la vie réelle sont des coïncidences bien trop importantes pour n'être qu'un simple accident. Il essaie de comprendre la situation, mais Hutch mentionne alors que ses 2 amis ont joué à Stay Alive et qu'ils sont tous les 2 morts dans la vie réelle. La situation est terrifiante, et il y a de fortes chances que Phineas soit la prochaine victime. Ok, 2 meurtres horribles ont été perpétrés et le seul point commun entre ces affaires est que Hutch connaissait les 2 victimes et que chacun des gamers jouait à un jeu vidéo avant de mourir. Il est absolument insensé que la police n'établisse pas de lien entre ces 2 éléments. Et si c'était moi, j'enquêterais sur les 2 seules choses qui relient ces crimes très similaires. La première chose sur laquelle la police devrait enquêter est Hutch, mais il serait immédiatement relâché parce qu'il a un alibi. Non seulement il y avait quelqu'un avec lui la nuit du meurtre de son patron, mais en plus il s'agit de 4 personnes qui sont prêtes à le soutenir, y compris Abigail qu'il connaît à peine. Après avoir écarté Hutch, il ne resterait plus que le jeu vidéo comme seul lien entre les 2 meurtres. Et même si la police ne veut pas croire qu'il se passe quelque chose de surnaturel, il est possible qu'un tueur en série ait créé le jeu pour trouver et tuer ses prochaines victimes. Ça rendrait le jeu extrêmement important pour leur enquête, et si c'était moi, je viendrais le récupérer auprès de Hutch et de ses amis. Si je travaillais pour la police, j'apporterais ce jeu vidéo à un service technique pour voir où et comment il a été développé. Certains CD-ROM et disques sont horodatés, ce qui permet de les relier à la commande générale où ils ont été créés. Ça pourrait nous conduire directement au développeur du jeu, ou même à l'endroit où vit la femme du jeu vidéo. Si j'étais Hutch, je serais dans une panique de dingue, et en train d'acheter toutes les roses qui se trouvent à proximité de moi. Ce qui est bien dans cette situation, c'est que les gamers ne sont pas encore morts dans le jeu lui-même, et ils ont donc le temps d'essayer de trouver une solution. Si les gamers refusent toujours de casser le jeu, je chercherai d'autres moyens d'outrepasser la programmation du jeu. Les jeux vidéo sont développés à l'aide d'un code, et ce code est protégé et crypté. Mais un bon pirate informatique serait capable de s'en emparer. J'apporterai le jeu vidéo à un hacker pour voir s'il y a quelque chose dans le jeu qui explique comment il fonctionne exactement. En faisant ça, un hacker pourrait aussi être capable de réécrire le code pour changer le jeu et nos destins. Je demanderai au hacker de nous donner des vies illimitées, de sorte que même si nous mourrons, nous reviendrons dans la réalité et vivrons à nouveau, malgré le nombre de fois où le meurtrier viendra nous chercher. Le hacker pourrait même être en mesure de supprimer la femme meurtrière du jeu, ou de révéler les armes que nous pouvons utiliser pour la tuer. Les gamers ont besoin de gagner du temps pour trouver comment tuer la femme meurtrière dans la réalité, et en changeant le code du jeu, ça leur évitera de mourir dans la vie réelle entre-temps. Courant aussi vite qu'ils le peuvent, les membres du groupe remontent la rue et trouvent Phineas affalé dans un fauteuil. On dirait qu'ils sont arrivés trop tard. Mais ils se redressent. L'homme ne faisait qu'une farce, et Hutch tente d'expliquer sa théorie selon laquelle le jeu vidéo est en train de tuer des gens. Mais Phineas leur dit que c'est stupide, ça n'a aucun sens. Et le type leur montre un objet qu'il a trouvé dans le jeu. Il a retourné ce miroir, et son dos sert aussi de surface réfléchissante. Mais il ne se brise pas comme tous les autres miroirs qu'ils ont trouvés. C'est alors qu'il se lève et console Hutch en s'excusant pour ses pertes et en lui disant de se calmer. Plus tard, des événements étranges commencent à se produire pour chacun des membres du groupe. Ils ont des visions terrifiantes et des expériences de mort imminente qui pourraient être le signe que le temps leur est compté. Terrifié, Swink commence à faire des recherches sur la réalité perceptive, tandis que Hutch se rend à son bureau cette nuit-là et consulte les rapports de police de ses amis décédés. Il lit que la victime avait la nuque brisée, et il passe en revue les photos de son ami assassiné. Mais en examinant le dossier de Miller, il découvre que l'homme a été poignardé avec une paire de cisailles de 14 pouces. Il finit sa nuit et se rend compte qu'un tueur mortel est déjà à ses trousses.
Le lendemain matin, Hutch retrouve le groupe et s'aperçoit que Phineas a disparu. Ne voulant pas perdre de temps, il raconte aux autres les informations qu'il a trouvées et comment les victimes impliquées dans les meurtres sont mortes dans la vraie vie. Il mentionne qu'une des colocataires, Sarah, a été vidée de son sang. Il fait le lien entre les meurtres, réalisant que chaque mort reflétait celle arrivée aux victimes dans le jeu. La fille gothique est d'accord avec eux, révélant que Stay Alive est basée sur la vraie vie d'Elizabeth Bathory, qui a commis des crimes si terribles que les habitants de la ville l'ont enfermée dans sa tour. Mais il y avait un piège. La femme avait affirmé qu'elle reviendrait un jour, et la gothique suggère qu'elle utilise le jeu vidéo pour se venger. Pendant ce temps, Phineas roule sur la route et s'aperçoit qu'il se dirige vers une forêt à l'aspect inquiétant. Soudain, il aperçoit une silhouette fantomatique et se jette sur le bas-côté. Il appelle les autres pour leur dire que sa voiture est morte et qu'il a besoin qu'on vienne le chercher. Ils promettent de venir le chercher, mais l'homme interroge Swink sur la théorie de la réalité perceptive. Il est clair qu'il est terrifié, et ses amis insistent sur le fait qu'il est en sécurité puisqu'il n'est pas mort dans le jeu. Mais c'était leur plus grande erreur. L'homme commence à entendre une calèche approcher, mais il ne voit personne arriver des deux côtés de la route. Elizabeth Bathory arrive. Et même si dans le jeu elle n'apparaît que la nuit, il est clair qu'elle enfreint ses propres règles. Avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, il est piétiné et tué. Et ça fait 5 victimes de moins. Et il en reste 5. Ok, les gamers ont enfin compris qu'ils sont cherchés un par un dans la réalité une fois qu'ils sont tués dans le jeu. L'esprit malveillant d'Elizabeth Bathory est lié au jeu. Et il est revenu pour semer le chaos et le sang sur tous ceux qu'il croise. Pour ne rien arranger, il semble que même si les gamers ne sont pas morts dans le jeu, la meurtrière a la possibilité de réactiver le jeu et de les tuer, qu'ils soient ou non en train de jouer. Si c'était moi, j'apprendrais tout sur Elizabeth Bathory et le monde du jeu pour la combattre et la tuer. Elizabeth Bathory, également connue sous le nom de Comtesse Sanglante, était une personne réelle. Elle est née en 1560 et elle est morte en 1614. C'était une tueuse en série et une femme noble, connue pour avoir tué des centaines de jeunes filles de son vivant. 4 de ses serviteurs, dont on disait qu'ils l'avaient aidée, ont été jugés et condamnés, tandis qu'Elizabeth a été assignée à résidence et finalement confinée dans son château où elle est morte. Tout ça ressemble à la femme qui chasse les gamers. Mais le principal problème est qu'Elizabeth Bathory vivait dans le royaume de Hongrie, aujourd'hui la Slovaquie. Elle n'a jamais vécu aux États-Unis, et encore moins en Louisiane, où se trouvent les gamers. Cependant, comme il s'agit d'un jeu, il s'agit probablement d'une adaptation de sa vie, et nous pouvons utiliser d'autres indices pour nous aider à trouver où elle se trouve. Ce qu'il faut savoir à propos d'Elizabeth, c'est que bien que ses crimes aient été réels, la rumeur veut qu'elle soit un vampire et que sa vie soit une source d'inspiration pour de nombreuses histoires de vampires. Si c'était moi, je me préparerais à chasser Elizabeth comme un vampire. Les moyens les plus courants de tuer un vampire sont de lui planter un pieu dans le cœur, de le décapiter ou de l'exposer à la lumière du soleil. Cette Elizabeth ne semble pas avoir de problème à tuer pendant la journée, alors j'achèterai des pieux et des couteaux pour la poignarder dans le cœur et couper sa tête. Pour la retrouver, j'examinerai le monde du jeu et je chercherai d'autres indices. La maison d'Elizabeth est appelée la plantation J-Rouge. Et comme ils sont en Louisiane où il y a beaucoup de plantations, il est probable qu'ils puissent la trouver là-bas. Je ferai des recherches sur cette plantation et son histoire sur internet, et je verrai si je peux obtenir des photos et des plans de l'intérieur de la maison pour faciliter ma navigation. Bien que les vampires soient combattus par l'ail, nous savons déjà que dans ce jeu, les roses sont utiles pour se débarrasser d'Elizabeth, alors je m'en équiperai de plusieurs douzaines. Les vampires n'ont pas de reflet, et dans le jeu d'Elizabeth, son reflet brise les miroirs, mais elle est repoussée par les surfaces réfléchissantes. Avant d'entrer dans la plantation J-Rouge, je me servirai de cette information pour fabriquer une armure en métal réfléchissant qui repoussera son esprit jusqu'à ce que je retrouve son corps et que je le détruise une fois pour toutes. Ce sera difficile à faire pendant qu'Elizabeth essaie de nous tuer, alors je demanderai à un des autres gamers de jouer au jeu pour la distraire de mes allées et venues, pendant que le reste d'entre nous se prépare à l'affronter. Les autres gamers arrivent plus tard et trouvent son cadavre étendu sur le sol. Un autre membre de leur groupe est mort, exactement de la même manière que dans le jeu. Hutch explique sa théorie au commandant en lui montrant toutes les preuves, mais l'inspecteur parvient à relier chaque incident à Hutch lui-même, soupçonnant l'homme d'être complice des meurtres. Il est emmené à part pour un entretien privé, tandis que le partenaire du détective prend l'ordinateur portable de Swink et commence à jouer. Le détective dit à Hutch que la prochaine fois qu'il sera vu sur une scène de crime, il sera arrêté pour être interrogé. C'est alors que l'homme remarque l'assistant et l'arrête rapidement, insistant sur le fait que personne ne devrait jouer à ce jeu vidéo. Thibaudot les calme et dit à Hutch qu'il examinera la scène de crime. Et il s'en va sans croire un mot de sa théorie. Plus tard, le groupe se bat entre eux et ne sait plus quoi faire. October reproche à Hutch de leur avoir présenté le jeu en disant que c'est de sa faute si son frère est mort. Hutch s'excuse, mais il admet qu'il n'avait aucune idée des problèmes que ça allait causer. October décide qu'ils doivent en finir maintenant, et elle lui dit d'aller vérifier la maison de Loomis à la recherche d'indices. Elle veut se battre contre celui qui a assassiné son frère et s'assurer qu'il paye. Pendant ce temps, l'assistant du détective se rend dans un magasin de jeux vidéo pour demander des informations sur Stay Alive. Le vendeur lui répond qu'il n'en a jamais entendu parler, et il lui dit calmement qu'il pourrait s'agir d'un jeu clandestin. Frustré, il sort du magasin et il dit à son partenaire qu'il n'a trouvé aucune information. Mais quand il arrive à sa voiture, l'homme est assassiné par le fantôme mortel, et ça fait 6 victimes, et il en reste 4. Hutch et Abigail se rendent à la maison de Loomis. Et Hutch se souvient de l'époque où il y séjournait quand il était enfant. Hutch se souvient que son père était devenu paranoïaque à l'égard de sa femme, pensant qu'elle couchait à droite à gauche. Furieux, il a mis le feu à leur maison. Hutch s'en est sorti vivant, mais il s'en veut de ne pas avoir pu sauver sa mère.
et a toujours gardé cette peur du feu. Ils entrent dans la maison et se promènent dans une pièce pleine de sang. Dans la chambre de Loomis, il ouvre l'ordinateur de son ami et trouve un appareil qui indique l'adresse de la société de jeu. Il appelle Swink et lui indique cette adresse. C'est alors qu'October lui révèle qu'elle a lu un livre appelé Malleus Daemonium, un manuel destiné aux chasseurs de sorcières pendant l'Inquisition. Le livre mentionne que s'ils trouvent Elizabeth Bathory, ils doivent lui planter 3 clous dans le cœur, le cou et le front. Ça ramènera son esprit dans son corps. Elle leur dit que la partie la plus importante du livre mentionne qu'une âme de mort-vivant ne peut être purifiée qu'en brûlant son sang. October mentionne que c'est similaire à une séance de spiritisme, où un esprit suffisamment fort peut être ramené avec le texte approprié. Soudain, un reportage télévisé annonce que l'assistant du commandant a été assassiné au centre commercial de Clearwater. C'est alors que la police arrive chez eux, et les survivants sont obligés de faire leur valise et de quitter l'appartement en douce avant de se faire prendre. En jetant un coup d'œil à l'intérieur, le détective trouve une impression sur Elizabeth Bathory, et bientôt, elle va achever les autres. Pendant ce temps, Hutch interroge Abigail sur le journal qu'ils ont trouvé dans le jeu, et il suggère qu'il s'agit du texte dont la Gothica dit qu'ils avaient besoin pour exorciser Elizabeth. De retour chez Loomis, il retrouve Swink et lui explique qu'ils ont provoqué l'esprit maléfique en récitant les mots de l'introduction du jeu. C'est alors qu'il remarque que le jeu est en cours, et il voit le personnage du gamer qui ressemble à October en train de se promener. Dans la réalité, elle entend un bruit provenant d'une maison en construction. Swink panique et confronte Hutch qui pensait que tout allait bien se passer tant qu'ils évitaient de jouer au jeu. Il est maintenant clair que le jeu peut jouer tout seul et qu'il va assassiner brutalement un autre membre de leur groupe. En entrant dans le bâtiment, October trouve une manille sur le sol et elle est soudain surprise par une silhouette fantomatique. Elle examine attentivement la maison et saisit ce marteau, se préparant à riposter. Remarquant un pistolet à clous, elle le prend et s'approche du démon. Elle tire sur la femme, mais ça ne lui fait rien, et elle se rend compte qu'elle vient de faire une grave erreur. October tente de s'enfuir, mais une entrave bloque sa cheville et elle est tirée en arrière. En l'entendant crier, le groupe tente d'entrer par effraction alors qu'October est suspendu au plafond. Elle maudit le fantôme avant d'être mortellement blessée par une entaille au niveau du cou. Et ça fait 7 victimes, et il en reste 3. Ok, ces gamers perdent complètement leur temps et ne se préparent pas à ce qui va suivre. Ils sont peut-être doués pour tuer des esprits morts-vivants dans les jeux vidéo, mais ils sont totalement perdus quand il s'agit de la réalité. Ils savent déjà qu'Elizabeth Bathory leur veut du mal, et au lieu de l'affronter directement, ils perdent leur temps à se rendre chez Loomis pour y chercher des indices. Plutôt que de chercher les courriers sur l'origine du jeu, ils sont immédiatement ramenés dans le jeu sur l'ordinateur de Loomis et voient October se diriger vers un piège. Ça n'a aucun sens parce qu'aucun d'entre eux ne veut continuer à jouer, et en plus, la maison devrait être une scène de crime active. La police est à la recherche de Hutch maintenant qu'elle pense qu'il est à l'origine de tous les meurtres. Il doit donc se rendre à la plantation de J-Rouge pour mettre fin à ce jeu et tuer Elizabeth une bonne fois pour toutes. Comme les gamers n'ont toujours pas essayé de casser le CD, de s'équiper de Rose ou d'affronter Elizabeth directement à la plantation, ils doivent aussi gagner du temps et se débarrasser de la police. Bien que ça semble dangereux, les gamers pourraient faire appel à d'autres gamers de niveau expert. Ces gamers sont des bêta gamers, ce qui signifie qu'ils connaissent probablement d'autres gamers du monde entier, qui les aideront à tuer la femme morte vivant et à retrouver leur vie normale. S'ils invitaient d'autres gamers à participer à leur jeu, il serait encore plus difficile pour Elizabeth de se concentrer sur une seule cible à tuer. Il ne semble pas y avoir de limite au nombre de gamers qui peuvent jouer en même temps. Donc si le jeu est inondé de gamers, il lui faudra beaucoup plus de temps pour se frayer un chemin parmi eux avant qu'elle ne doive à nouveau concentrer son attention sur nous. D'ici là, nous aurons l'occasion de laver le nom de Hutch et de nous rendre à la plantation J-Rouge pour trouver le corps d'Elizabeth et le détruire. D'un point de vue éthique, faire participer ces personnes au jeu est une pilule difficile à avaler. Ces gamers risqueront leur vie en jouant. Mais il y a beaucoup de gens qui sauteraient sur l'occasion pour voir qu'ils ont tué un fantôme réel en jouant à des jeux vidéo. Et si ceux qui se lancent dans ce jeu connaissent les risques associés, il y aura toujours et encore beaucoup de gens prêts à le faire. Le fait de pouvoir se vanter d'avoir tué un fantôme fera de vous une légende dans la communauté des gamers, et ça résoudra également tous leurs problèmes. Une fois qu'il y aura plus de gamers, le jeu sera inondé de gens, ce qui rendra moins probable la mort de chacun d'entre eux, parce qu'Elizabeth sera très distraite. Hutch se précipite à l'intérieur dans l'espoir de sauver son ami, mais il est déjà trop tard. Alors qu'ils sont dans le van, ils pètent les plombs en réalisant qu'ils viennent de perdre une autre amie. C'est alors qu'Abigail révèle que toute son histoire n'est qu'un mensonge. Elle n'est pas celle qu'il croit, et ce van est sa maison. Changeant de sujet, elle insiste sur le fait qu'ils doivent mettre fin à cette folie meurtrière avant que tout le monde ne soit tué. Hutch décide qu'ils doivent trouver le corps à l'endroit où il se trouve dans le monde réel. Swink sort son ordinateur portable et il dit qu'il doit continuer à jouer au jeu, devenant ainsi un appât dans le jeu pour être poursuivi par le fantôme d'Elizabeth. Ils arrivent au bâtiment de la société de jeu et Swink reste au van pour continuer à jouer tandis que les autres se dirigent vers l'intérieur. Il remarque que c'est un endroit étrange pour une société de développement de jeux, et ils entrent dans la maison vide. Pendant que son ami explore les lieux, Abigail remarque ses poupées contre le mur, et elle réalise que l'une d'entre elles représente Elizabeth. Hutch reçoit un appel de Swink qui lui dit qu'il doit ressortir par la pièce à l'arrière de la maison. Il le guide en utilisant le jeu comme carte, le dirigeant vers l'extérieur, jusqu'à ce qu'il aperçoive une grille en fer. En entrant dans le cimetière, il arrive à cet endroit et il reconnaît qu'il s'agit de la plantation de J-Rouge. Son corps se trouve dans la tour et il doit traverser la terrifiante plantation pour y mettre fin. Pendant ce temps, Abigail enquête dans une pièce secrète et découvre le journal d'Elizabeth rempli d'éléments énumérant toutes les filles qu'elle a tuées. Mais Abigail est soudain brutalement attaquée.
Hutch l'entend crier et court autour de la maison jusqu'en haut de cet escalier dont la porte est fermée à clé. Il trouve un pied de biche, ouvre la trappe et court à l'intérieur de la maison alors qu'Abigail hurle de douleur. Dans le jeu, Swink découvre qu'elle est retenue par des fantômes et il jette des roses, ce qui les fait disparaître. Dans le monde réel, Hutch arrive et s'assure qu'elle va bien. Il appelle Swink pour le remercier d'avoir sauvé la vie de la jeune fille et leur ami leur rappelle qu'ils doivent exorciser Elizabeth Bathory en utilisant 3 clous et trouver un moyen de brûler son sang. Swink ajoute qu'il devrait apporter des roses, quand soudain, il remarque que sa manette vibre et que les portières de la voiture se referment. Il est enfermé à l'extérieur, et il voit son personnage dans le jeu sur le point d'être tué. Il s'empresse d'attraper la manette et parvient à éviter une mort atroce. Mais il est clair qu'il sera la prochaine victime. Ok, Swink est la personne la plus intelligente ici. Si seulement il avait compris plus tôt que le monde du jeu et le monde réel se chevauchaient, ils auraient peut-être pu sauver plus d'amis. Cependant, maintenant que les gamers savent que la plantation G-Rouge existe bel et bien, ils peuvent utiliser cette connaissance pour mettre un terme au règne de terreur d'Elizabeth. October leur a indiqué qu'il fallait brûler Elizabeth pour se sauver de la malédiction. Les gamers doivent donc prendre de l'essence dans la voiture d'Abigail et l'utiliser pour arroser le corps d'Elizabeth d'essence dès qu'il sera découvert. Ils doivent ensuite frapper Elizabeth à la tête et à la poitrine pour forcer son esprit à revenir dans son corps. Pour que ce processus soit plus rapide et plus efficace, je me procurerai un pistolet à clous à batterie avant d'entrer dans le jeu. À ce stade, les gamers sont déjà à la maison, alors je téléphonerai à un ami pour voir si quelqu'un peut m'en apporter un à temps. Ces gamers vivent dans la région, et rien ne les empêche d'appeler un ami qui ne joue pas au jeu pour qu'il vienne les aider. Tant qu'à faire, il peut aussi apporter des roses. Hutch et Abigail sont également à la recherche du corps d'Elizabeth, qu'ils supposent être dans cette tour carrée. L'un d'entre eux devra donc siphonner l'essence du réservoir d'Abigail pendant que Swink jouera au jeu pour distraire Elizabeth. La meilleure stratégie consiste à diviser pour mieux régner, parce qu'Elizabeth ne peut se trouver qu'à un nombre limité d'endroits à la fois. Une fois que les gamers auront identifié l'endroit où se trouve Elizabeth et qu'ils auront récupéré l'essence, ils devront imbiber son corps d'essence. Il sera ainsi plus facile de l'enflammer dès que son âme aura réintégré son corps. C'est important, parce qu'Elizabeth restera une menace pour les gamers même après qu'elle aura réintégré son corps. Et mourir après avoir survécu à sa hantise serait franchement la honte. Ensuite, j'utiliserai le pistolet à clous sur son corps pour lui rendre son âme, et j'y mettrai le feu avec le briquet de Hutch. C'était le briquet de Loomis en fait, donc ça rend une justice un peu plus poétique que ce soit lui qui la batte. La tuer le plus tôt possible est le moyen le plus sûr de survivre, et la préparer à ce moment est le meilleur moyen d'assurer leur victoire. Le seul problème de ce plan, c'est que les gamers doivent combattre Elizabeth en même temps. Swink les aide à distance, mais ils mettent leur vie en danger en s'enfonçant de plus en plus loin dans la plantation de G-Rouge, d'où l'importance d'avoir des roses à portée de main. S'introduisant dans le van, Swink joue au jeu, mais il se rend compte qu'il est sur le point d'être tué par le fantôme. Il s'enfuit aussi loin que possible alors qu'il est poursuivi par cette calèche mortelle. Et il tombe sur un lit de rose, ce qui scelle son destin. Les autres reviennent au van et constatent que son personnage est mort. Il ne reste plus que 2 membres du groupe, et le jeu vidéo mortel est sur le point de les tuer tous. Le temps étant compté, il rassemble rapidement quelques roses et les 3 clous nécessaires pour exorciser le fantôme. C'est alors qu'ils entendent la calèche arriver et ils se précipitent dans le mausolée. Abigail entre la première, et Hutch verrouille la porte en se sacrifiant comme appât. Il trouve rapidement cette rose pour faire disparaître le carrosse. Il entre à son tour et décide de prendre les devants en s'enfonçant dans les souterrains. Hutch dépose une rose sur le sol de la tombe et ils continuent à marcher. Ils se font presque attaquer par cette figure fantomatique, mais Abigail la repousse avec une rose. C'est alors qu'ils se rendent compte qu'il y en a encore beaucoup d'autres, et les survivants courent aussi vite qu'ils le peuvent, déposant une autre rose avant d'entrer dans cette étrange pièce. C'est l'entrée vers la tour, et Hutch remarque qu'il y a une deuxième porte avant de se diriger vers l'escalier. Mais soudain, la porte se verrouille derrière lui. Abigail insiste pour qu'il termine le travail, et elle exige qu'il détruise ce jeu maudit. Terrifié, Hutch lui offre une rose et rassure la jeune fille en lui disant qu'elle sera en sécurité. N'ayant pas d'autre choix, il monte à l'étage et se dirige vers ce lit. Il ouvre le rideau et voit le corps d'Elizabeth. Hutch commence à exécuter le rituel, mais le fantôme trouve Abigail, et il lui enchaîne les pieds, la laissant suspendue au plafond. Une lame s'approche de son cou, mais c'est sans compter sur Hutch qui transperce le corps avec un clou, ce qui fait disparaître le personnage fantomatique. Ça semble avoir fonctionné, et Hutch commence à ranger ses affaires quand soudain il se retourne et voit Elizabeth debout devant lui. En regardant son ordinateur portable qui réfléchit son image, il se souvient que la femme a brisé tous les miroirs de son manoir pour éviter de voir son propre visage, et il a une idée ingénieuse. Il lui montre l'ordinateur portable, et la femme démoniaque pousse un cri horrible. Ça la distrait suffisamment longtemps pour qu'il puisse attraper le briquet. L'homme met rapidement le feu à la pièce et tente de s'enfuir, mais la porte est verrouillée. Il va mourir brûlé et il n'y a rien qu'il puisse faire pour s'échapper. Soudain, Swink et Abigail ouvrent la porte, insistant pour qu'ils sortent maintenant alors que l'endroit brûle. Le groupe quitte la plantation, heureux de ne plus être hanté. Mais ils ne se doutent pas que Stay Alive vient d'être mis en vente et que tout le monde est sur le point de mourir brutalement. Mais qu'en pensez-vous? Comment auriez-vous battu Stay Alive? Dites-le moi dans un commentaire ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée.